Et Oui, pour oui. On va même être un peu plus rapide du coup, parce qu'il y a certains points qui ont déjà été abordés. Donc nous, vous l'avez compris, on va rester en réanimation. Donc les deux techniques, c'est l'exercice de débit inspiratoire contrôlé et la respiration lente et profonde dirigée. Donc pour lutter contre les atelectasies des patients en réanimation sous le petit flot. Donc le contexte, on l'a déjà vu. Un petit mot sur le niveau épidémiologie. En un an, en France, c'est près de 350 hospitalisations et 20% vont en service de soins critiques. Donc, la problématique, c'est les atelectasies. Il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent les atelectasies chez les patients Covid en réanimation. C'est déjà le SDRA sévère qui provoque une inflammation du poumon avec l'exsudat liquidien. Les conséquences directes, c'est une altération du surfactant alvéolaire et une altération du rapport ventilation-surperfusion. Le traitement ensuite, en France, 46% des patients sont traités par oxygénothérapie au débit, avec des fractions inspire en oxygène très élevées, qui vont favoriser les phénomènes d'hydrogénation. Ensuite, au niveau de l'attitude de ces patients, donc, il y a leur installation au lit ou au fauteuil, qui vont favoriser les compressions au niveau des bases pulmonaires. L'immobilisme également, donc ces patients qu'on demande de rester allongés, assis, de ne pas bouger. Et enfin, le mode ventilatoire, parce que ce sont des patients qui respirent avec une tachypnée thoracique haute à faible volume, et du coup, qui vient à nouveau renforcer l'altération du rapport ventilation-surperfusion au niveau des bases pulmonaires. Donc, tous ces phénomènes, ils sont bien repris par De Gann, qui, avec ce petit schéma, permet de voir les différentes formes d'actélectasie. Donc, nous, on retrouve ici la position du patient, assis ou allongé, la FiO2 augmentée, la diminution du rapport ventilation-surperfusion qui vont du coup favoriser les phénomènes de résorption gazeuse et l'altération du surfactant qui va du coup tout ça favoriser les atelectasies, donc les collapsus alvéolaires plus ou moins complets au niveau des bases pulmonaires chez les patients Covid. Et du coup, bah, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans mon service? Donc, nous, on a commencé par faire des exercices à débit inspiratoire contrôlé. Donc, ces exercices qui vont demander aux patients une inspiration lente et profonde maximale. La problématique, c'est que d'une part, il y a des soucis de retournement dans le lit. Et ensuite, ça provoque la toux et la désaturation des patients. Devant l'effort. Et du coup, ces techniques, on a dû les adapter pour que ce soit réalisable de manière satisfaisante par nos patients. Et du coup, les limites, c'est que d'une part, les édics, en temps normal, c'est non prouvé au niveau de la littérature. Là, en plus, elles ont été adaptées et modifiées, ce qui fait que finalement, on n'est plus dans le cadre de ce qui est décrit. Et voilà, j'ai déjà fait mes amis. Et du coup, on a mis en place une nouvelle technique de ventilation qui était plus adaptée à la problématique rencontrée avec nos patients Covid. Donc, c'est la respiration lente et profonde dirigée. Donc, c'est plus un nouveau mode de ventilation qu'une nouvelle technique. Mais il a fallu la nommer dans le contexte de recherche pour la distinguer des autres techniques. Donc, c'est une inspiration sous-maximale lente et profonde. On demande aux patients de s'arrêter avant le déclenchement de la toux et diriger vers le bas du thorax et ou l'abdomen, si le patient y arrive, de manière à favoriser la ventilation au niveau des lobes inférieurs. Et l'objectif de ces techniques, c'est casser le schéma ventilatoire tachypnéique et superficiel des patients et restaurer une ventilation aux bases pulmonaires. Et du coup, la question qui se pose, c'est quelle est la pertinence de ces deux techniques pour lever les atelectasies des patients atteints de Covid-19, sous le petit flot en réanimation. Donc pour ça, on émet deux hypothèses. L'hypothèse principale, c'est que les deux techniques EDIC et RLPD sont efficaces. Et on va évaluer ça à partir de ces trois critères. Donc l'auscultation pulmonaire complète du patient pour voir si ça ventile. La radiographie de thorax, avec la notion que la radiographie de thorax, d'une part, elle est évaluée par le médecin, bien sûr, mais surtout que comme il y a une infiltration et une inflammation du poumon, il y a une superposition des phénomènes à la radiographie qui vont rendre l'interprétation difficile. D'où le troisième critère qui est est-ce qu'il y a corrélation entre l'auscultation et la radiographie.
La seconde hypothèse, c'est qu'une technique est supérieure à l'autre. Donc pour ça, on va regarder à nouveau 3 critères. Donc le premier, c'est l'amélioration clinique du patient, donc sa moins vite détérioration du patient par rapport aux normes physiologiques. Donc on va prendre la fréquence respiratoire, le mode ventilatoire, le rythme ventilatoire, la saturation, la FiO2, et aussi la notion de fatigabilité et de confort du patient. Donc ensuite, on évalue la tolérance également du patient à la technique. Est-ce que la technique le fait rapidement désaturer ou est-ce qu'il peut appliquer la technique plusieurs fois de manière en sécurité sans désaturer? Et le dernier critère, c'est la durée du séjour en réanimation. Est-ce que toutes ces techniques, finalement, répondent au contexte, au souci du contexte, qui sont les tensions hospitalières? En tout cas, arrivent à favoriser un phénomène. Donc pour ça, j'ai construit un protocole de recherche avec une équipe prospective répartie en crossover. La notion, c'est que les patients seraient répartis entre 2 parcours. Ils vont appliquer une technique, puis l'autre, en ordre déterminé. Et on évalue aux différentes étapes l'évolution des patients. Ce schéma il est susceptible d'évoluer en fonction des retours de comité de protection des personnes et également en fonction de comment se passe le recrutement dans les services. Un petit mot sur la sécurité des patients. Nos patients en réanimation, l'avantage, c'est qu'ils sont monitorés, ce qui permet d'assurer des constantes tout au long de la séance. Et avec arrêt de la séance, si des saturations de 4% de la saturation, l'objectif, c'est limiter le risque de désaturation importante, c'est des patients qui vont perdre facilement une dizaine de points. Et également, arrêt de la séance en cas d'augmentation de la tachypnée, afin de limiter la fatigue après la séance. Les patients sont exclus si la saturation, la FiO2 est supérieure à 80%. L'objectif, c'est qu'en cas de désaturation, le kiné puisse augmenter les apports en O2 sans avoir un événement grave qui pourrait être, par exemple, une intubation si le patient ne resature pas. La conclusion de cette présentation, c'est que les nouvelles modalités de prise en charge doivent amener à une nouvelle pratique en kinésithérapie respiratoire. Aujourd'hui, ces pratiques elles doivent s'appuyer sur l'evidence-based practice via la recherche et les recommandations. Du coup, d'une part, c'est un champ de recommandation qui n'a pas été revu, comme on a pu le voir avec l'exposé précédent. Parce que, du coup, on parle de travail ventilatoire chez les patients en aigu. Et est-ce que potentiellement, on pourrait recommander la ventilation, le travail kiné-ventilatoire chez les patients sous petit flux en réanimation, mais également à un stade plus précoce de la maladie, c'est-à-dire dans les séries de soins conventionnels, non monitorés, pour prévenir les complications respiratoires.